Hinata. ナルトくん。 Yo la mif, aujourd'hui on va se plonger dans un what if que je vois revenir en boucle depuis des années, et si on remplaçait Minato par les autres Hokage le soir de l'attaque de Kyuubi. Alors je sais, c'est un sujet qui a été déjà poncé, il y a eu des vidéos, des threads Twitter, tout ce que vous voulez, mais comme vous êtes nombreux à me l'avoir suggéré, je me suis dit que c'était à mon tour de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et vous connaissez, ici on aime décortiquer, prendre du recul, et demander ce qui se serait vraiment passé, donc pas de bullshit. Du coup voilà le deal. On garde le scénario exact tel qu'il s'est déroulé dans le manga, donc Obito attaque, il contrôle le Kyuubi, le lâche sur Konoha puis affronte le Hokage, mais la seule différence c'est que Minato est remplacé par un autre Hokage. L'idée c'est pas de se perdre dans les incohérences chronologiques, genre oui mais si on prend Hashirama, il y aura aussi Tobirama, ou bien ah mais ça veut dire que Tsunade c'est le daron de Naruto en fait. Non on s'en balèque. Nous on veut juste voir ce qui se passerait si on prenait chaque Hokage, qu'on le posait pile à la place de Minato cette nuit-là et qu'on lui disait bonne chance frérot. Et croyez-moi, le résultat aurait pas du tout été le même selon qui portait le chapeau. Donc la vraie question c'est qui aurait pu sauver Konoha et qui aurait laissé le village partir en fumée. Bon visionnage. Avant d'attaquer avec notre premier protagoniste du jour, le grand Hashirama Senju, il y a une question qu'on s'est tous posée, comment ce mec pouvait être aussi boosté et faire spawn des forêts entières sans jamais se fatiguer? Et bah excellente question fils, merci de me la poser. En fait, c'est parce qu'il dormait sur un matelas hybride de Dema. Si vous voulez des réserves de chakra comme le Shodai, chopez votre matos de literie chez les experts du sommeil avec mon code CONTRECULTURE, tout attaché. En utilisant ce code et mon lien, vous avez 10% de réduction sur tous les produits en promo pendant le Black Friday 2025 du 30 octobre au 1er décembre. En plus, pendant cette période, il y a des promos jusqu'à 50%, donc foncez, je vous mets toutes les infos en description les chefs. Et vraiment, j'ai testé le matelas hybride 2, meilleur matelas testé en France en 2025 d'après les comparateurs quand même, et je vous jure que j'ai jamais aussi bien dormi, c'est une dinguerie. En même temps, tous les matelas Emma, c'est des petits bangers à base de mousse à mémoire de forme qui s'adaptent à toutes les positions. D'ailleurs, si vous avez la flemme de changer de matelas parce que vous kiffez vous flinguer le dos sur un matelas aussi plat que Sakura, il y a aussi toute une gamme de couettes, oreillers ou surmatelas. Par exemple, vous avez l'oreiller Nuage Elite, élu produit de l'année 2025 par les consommateurs, histoire de taper des siestes comme Zoro Prime sur le Sunny, ou encore la couverture lestée à 7 ou 14 kg pour améliorer la récupération en favorisant le sommeil profond. Une couette lestée les mecs, montrez pas ça à Ali, il va s'en caler 50 avant d'aller pioncer. Bref, vous avez capté, mais Emma c'est que des classiques pour garantir un sommeil premium. Vous pouvez carrément tester leur matelas pendant 100 nuits sans risque et les renvoyer gratuitement pendant cette période. La livraison est offerte, il y a 10 ans de garantie et vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. En vrai c'est trop la tech pour bien dormir sans se ruiner. Parce que je rigolais au début avec Hashirama et ses nuits enflammées, mais bien dormir c'est trop important. C'est là que ton corps recharge ses batteries et que ton cerveau processe la journée. Donc foncez sur mon lien en description avec le code CONTRECULTURE pour bénéficier des 10% de réduction sur tous les produits en promo pendant le Black Friday 2025 d'Emma. Vous dormirez mieux sans vous ruiner, vous soutiendrez la chaîne et tout le monde sera content. Voilà, merci à Emma pour leur confiance et le matelas qui met bien. Merci à vous de m'avoir écouté Yap et on retourne à la vidéo. Bon, avant de mettre les différents Hokage en situation, je me dis que c'est important de resituer un peu nos deux assaillants, c'est-à-dire Obito et Kyuubi. Parce que pour déterminer comment chaque Hokage gérera la menace, faut d'abord la définir. Pour Kyuubi, c'est assez simple. Dans sa version contrôlée, il semble juste complètement déchaîné et a pas l'air de calculer ses actions, comme on le sait pourtant capable de faire. Ça l'empêche pas d'avoir des stats supérieures à du Naruto KCM2 initial et une puissance de feu capable de balayer tout le village s'il le veut. Je dis que ce Kyuubi surpasse sa version avatar de Naruto mode Kurama en puissance brute, et ce pour plusieurs raisons qu'on va voir ensemble. De 1, les gens sous-estiment à quel point Kurama 100% est massivement plus grand. Or, les démons à queue sont des masses de chakra brut, donc plus grand veut dire plus de chakra. Et à niveau de contrôle équivalent, le volume de chakra se traduit par un gain de puissance qui croît de manière non linéaire. Bref, plus t'en as, plus t'es ridiculement fort, et c'est une idée que j'ai déjà souvent évoquée sur la chaîne. Pour vous donner une idée de la taille du full Kyuubi, bah déjà vous pouvez regarder The Last où il est totalement manifesté pour vous donner une idée, mais surtout on voit bien qu'elle est divisée par plus de 2 au chapitre 504, quand Minato scelle la partie yin du démon en lui-même. Et même si Kishimoto Sensei semble parfois inconstant dans ses échelles de taille, celle du Kurama 50% est globalement toujours la même. Que ce soit au chapitre 504, 497 ou encore 648, en gros un ongle de Kurama 50% fait la taille d'un humain normal. Or, quand ces parties yin et yang sont réunies, il est genre 3 fois plus grand, comme on le voit sur de nombreux panels du flashback de Kushina, mais je pense notamment à la taille de sa paume qu'on voit sur ce panel et qui est gigantesque. Ensuite, deuxième raison qui fait que le full Kurama a plus de puissance brute que sa version Avatar KCM2, leurs interactions respectives avec le dragon ligneux. Kurama 100% arrive à déchirer le dragon d'un Hashirama vivant et à son prime, alors que le deuxième se fait restreindre par celui d'un Madara réincarné. Troisième raison, le Kyuubi 100% de
de la vallée de la faim est comparable et comparé au golem de boîte d'Hashirama, sachant que c'est un des jutsu les plus puissants du Shodai vivant en forme de base, pendant que Naruto KCM2 se fait remplir off-screen par Madara et Dotensei. Bref, le full Kyuubi c'est du très lourd et le nombre de ninjas capables de le gérer seul se compte sur les doigts d'une seule main. Pour Obito, c'est aussi du très sérieux. Même aussi jeune que pendant son raid sur Konoha, le mec était une putain de menace, capable de faire croire à Minato qu'il était Madara. En même temps, avec le Mangekyo le plus cheaté du verse, couplé aux cellules d'Hashirama et aux enseignements de Madara, sur les techniques interdites des Uchiwa et du Rikudo, bah le man part avec un avantage. Niveau rapport de force, il est déjà très haut. Physiquement, il est clairement au-dessus de Minato, il a arrêté son bras lancé à pleine vitesse sans transpirer, et il arrive à le restreindre avec ses chaînes, le forçant à se téléporter avec Hiraishin à chaque fois. Et en combat, il se déplace aussi vite que le Lion Daime, il tend même son bras une fraction de seconde plus vite, assez pour croire qu'il a gagné l'échange. Mais c'est justement ce qui va permettre à Minato de le surprendre avec son combo Hiraishin. D'ailleurs, il aurait même pu aspirer Minato dans Kamui dès le premier contact. Et pour ceux qui en doutent, souvenez-vous, Obito lui-même dit qu'il a traîné à l'aspirer, et surtout, Minato reconnaît que s'il se refait toucher une seule fois, c'est finito. Et j'en parlais dans sa vidéo dédiée, mais en termes de vitesse physique pure, donc même sans Hiraishin, Minato c'est la crème de la crème. Pourtant, il y a bien une comparabilité claire entre Obito et lui à ce niveau, ce qui explique que Minato soit forcé d'utiliser la stratégie pour prendre l'avantage, plutôt que de capitaliser sur un trop grand écart de stats, puisque comme je l'expliquais, il n'y en a pas vraiment. Au contraire, Obito s'est montré un peu plus rapide que lui physiquement, il a plus de force brute, et il survit même à un Rasengan dans le dos, donc niveau résistance physique, là aussi c'est du très costaud. Narrativement, ce Obito du soir de l'attaque évolue déjà au-dessus de Nagato et ses 6 corps de Pain, comme c'est expliqué clairement par Minato au chapitre 440. Il dit avoir assisté au combat de Naruto Modermite contre Pain, et pour lui le constat est sans appel, pour pouvoir ne serait-ce que rivaliser avec l'homme masqué, il faudra maîtriser le chakra de Kyuubi. Or, quand on parle de maîtrise du chakra de Kyuubi, on fait référence au mode Kurama, alias le KCM2. Pour le mode chakra de Kyuubi, ou KCM1, on fera plutôt référence au contrôle, pas à la pleine maîtrise. Donc même si Pain est plus fort que Naruto Modermite, déjà il y a clairement un combat, et si Naruto n'était pas en incapacité de maintenir la forme, on a bien vu que sans les pleins pouvoirs de Tendo, les corps de Pain n'arrivaient pas à l'endommager et ils se faisaient tous submerger au corps à corps. Donc imaginez contre un Naruto KCM, qui est déjà plus fort et plus endurant que contre Pain de son propre aveu, ce serait encore plus serré. Mais alors, en KCM2, ce serait juste un film de boules. Faut se rendre compte, hein, mais le gap entre le KCM et le KCM2 est juste abyssal. Naruto passe de galérer contre les Jinchuriki version 2 à les éteindre en 1 contre 5 dans leur forme bijou. On se rend pas compte de la folie. Et donc à skip, c'est ce Naruto là qu'il faudrait pour rivaliser avec Obito masque jaune. Mais c'est quoi ce bordel? Ça paraît dingue, mais en vrai c'est grave cohérent avec ce qu'on voit dans le manga. Parce que Obito masque blanc, qui est plus fort que sa version 16 ans plus jeune et qui a un Rinnegan en plus, eh bah il est pas du tout inquiété par ce Naruto. Il arrive même à le gérer alors qu'il est aidé par 3 shinobi top tier, donc Guy, Killer Bee et Kakashi, qui est au passage le seul contre naturel à Obito avec son Kamui. Bref, Obito masque jaune c'est un monstre, et couplé avec le plus puissant des bijoux, ça va être dur à gérer, donc voyons un peu comment nos protagonistes du jour vont s'en sortir. Bon, et on attaque le premier scénario avec comme Hokage en poste, j'ai nommé le grand, l'immense, que dis-je, le gigantesque Hashirama Senju. Et bon, je vais pas vous mytho, je viens de maxer Obito pendant des heures là, mais Hashirama l'attrape par le col, lui met 2 baffes et construit une niche en bois Mokuton pour son nouveau renard de compagnie. En fait, si on admet qu'Obito a réussi à subtiliser le Kyuubi avant de le lâcher sur le village, ce qui, spoiler, serait impossible avec Hashirama, et bah il va faire comme dans le manga, donc le lâcher sur le village après l'avoir mis sous son contrôle, puis tenter une attaque surprise sur le Hokage. Sauf que Hashirama, il va juste dévier les orbes de Kyuubi puis le submerger avec son Mokuton, jusqu'à tranquillement se créer une ouverture pour l'endormir. En fait, quand on sait qu'il a pu faire ça à un Kurama contrôlé par Madara et enveloppé de son Susanoo parfait, faire ça à un Kyuubi entre guillemets sans défense, ça va juste être sa promenade digestive du soir. Après ça, si Obito a pas taché son slip et décidé de fuir, il va tenter de le prendre par surprise, mais là il va juste se fail. Bon, en vrai il y a un monde où Hashirama le sent pas arriver dans son dos et il se fait aspirer, mais faut être honnête, en termes de pur réflexe, Hashirama rivalise avec Madara Mangekyo Sharingan Eternel Prime, soit une version bien plus puissante que celle qui humilie Naruto KCM2 off-screen, qui on l'a dit doit être dans le tiers de cette version d'Obito d'après la narration. Aussi, si Hashirama décide de claquer le Modermite pour éteindre Kyuubi encore plus vite, ce qui est très possible pour éviter les dommages collatéraux sur le village, et étant donné qu'en forme de base, il pourrait avoir un peu de mal, comme le suggère le mini flashback de Kurama au chapitre 568,
Bah du coup Hashirama va juste sentir sa présence et réagir avant de se faire toucher. Parce que ouais, c'est important à rappeler, mais pour ceux qui auraient oublié, Obito il est obligé de toucher sa cible pour l'aspirer. Bref, il y a aussi un monde où Obito décide d'aspirer Hashirama pendant qu'il gère le Kyuubi, et à ce moment-là, faudra l'attraper en mouvement, donc ça rendra la tâche encore plus compliquée. Et même si Obito team up avec Kurama, je vous fais pas un dessin. Il y en a un plus fort qui a essayé et ça a mal tourné pour lui. En tout cas, c'est pas totalement exclu qu'Obito puisse aspirer et one-shot Hashirama, mais disons que ce serait pas cohérent avec les rapports de force entre les deux persos et les scénarios qu'on a établis. Et puis, à ce compte-là, si on accepte cette hypothèse pour Hashirama, on sera obligé de faire pareil pour tous les Hokage qui n'ont pas le Hiraishin comme Minato. Et en plus d'être la mort du fun, ce serait pas très crédible pour un mec qui évolue autant au-dessus d'Obito qu'Hashirama. Pour ce qui est du déroulé du combat, on l'a dit, pour aspirer Hashirama dans Kamui, Obito a besoin de le toucher. Or, l'aspirer avec Kamui, je vous garantis que c'est la seule condition de victoire pour Obito sur Hashirama. Son Katon pourra à peine griller sa chevelure digne de Jason Momoa Prime, son Mokuton, bon, sans commentaire, et même en admettant qu'Obito arrive à endommager Hashirama avec son ninjutsu à moyenne distance, genre ses Kamui Shuriken, ses lance Mokuton, etc., bah le Shodai en forme de base a une régénération aussi efficace que le Byakugo de Tsunade. Genre, dites-vous, son passif, c'est de se régène comme Tsunade sous jutsu de rang S. Il est aberrant ce mec. En plus, je le disais, mais pour qu'Obito puisse toucher Hashirama et l'aspirer, il va falloir se lever de bonheur. Dans son combat, Minato a pu comprendre qu'Obito pouvait l'aspirer au contact en ayant échappé in extremis au premier Kamui. Donc on pourrait défendre qu'Obito capitaliserait sur l'effet de surprise et aspirerait Hashirama. Mais pour ça, il faudrait que ce dernier se fasse toucher sans répondre avec une attaque en contre. Kishimoto Sensei insiste là-dessus pendant tout le manga. Obito ne peut pas et se rendre intangible et toucher sa cible en même temps. Donc s'il décide de tenter d'aspirer Hashirama alors que ce dernier a largement la vitesse d'attaque pour répondre à ses assauts frontaux, et ben il va venir au corps à corps et juste se manger une patate de daron en retour. En plus, niveau jutsu à moyenne et longue distance, Hashirama est quand même suréquipé. Croissance luxuriante de la forêt, émergence arborée, entité capable de restreindre voire de boxer le full Kyuubi, Obito va juste se prendre full pression, et étant donné son plan œil de lune, pas sûr qu'il tente l'affrontement et ça l'obligerait à se replier. En plus, niveau endurance, Hashirama est juste increvable, donc même la bataille d'attrition, c'est pas envisageable. Bref, on l'a dit, mais en forme de base, Hashirama évolue déjà au niveau de Madara Eternel Mangekyo Sharingan, qui lui-même performe mieux qu'un Obito plus fort que la version dont on parle ici contre Naruto KCM2 et sa clique, alors qu'il est en Edo Tensei. Sachant qu'en Edo Tensei, Madara est moins puissant que de son vivant. Et ça c'est dit par Hashirama, mais c'est reconnu par Madara lui-même. Pareil, quand Jubito apparaît, Hashirama est encore considéré comme le plus puissant ninja sur le champ de bataille. Voilà, donc peu importe comment on scénarise, les rapports de force nous expliquent que Hashirama est beaucoup trop fort pour Obito. Et en plus, il a un avantage dans le match-up contre les démons à queue. Bref, Hashirama défend l'attaque de Kyuubi et repousse Obito. Maintenant, c'est au tour de Tobirama d'aller au charbon. Et autant vous dire que fouetter le fiac d'un Uchiwa qui attaque son village et qui se fait passer pour Madara en plus, ça relève carrément du fantasme pour lui. Donc croyez-moi, il va se la donner. Et en vrai, le match-up Obito contre Tobirama, il est plutôt intéressant sur le papier. Mais j'en parlais dans ma vidéo dédiée, le Nidaime c'est vraiment quelqu'un. Quand j'abordais les rapports de force entre Tobirama réincarné et le reste des pointures de la 4ème grande guerre ninja, j'expliquais que Tobirama c'était vraiment le haut du panier. Donc on va faire un petit récap. Déjà, faut bien noter que le Tobirama qu'on voit à l'œuvre dans le dernier arc n'est pas exactement le même que celui dont on va parler ici. Comme il le dit lui-même au chapitre 620, sa version Edo Tensei lui donne accès à la quasi-totalité de sa puissance passée. Mais tout est dans la formulation. Quasi-totalité, ça implique de facto une marge, qui d'après Madara au chapitre 661, suffit à lui donner l'avantage sur les deux frères Senju, donc elle est pas négligeable. Du coup, même s'il doit pas être à des années-lumière de sa puissance réelle, son absence de vrai corps physique semble impacter ses stats, même si ça lui offre une régénération pas négligeable en retour. Ensuite, même en Edo Tensei, Tobirama performe mieux que Sasuke Eternel Mangekyo Sharingan et Naruto KCM face à Jubito. Et sa célérité globale, donc sa vitesse de combat, de déplacement, de réaction, etc., elle est pas inférieure à celle de Minato. Ce dernier se déplace globalement plus vite via une meilleure maîtrise du Shunshin, donc la technique qui permet de vitaliser son corps avec du chakra. Cela dit, Tobirama compense avec un meilleur temps de réaction et un meilleur decision making. Les deux Hokage se complimentent d'ailleurs sur leur vitesse respective, ils combinent leurs assauts contre Obito Jinchuriki, et ils mènent globalement l'offensive sur lui, qui est pourtant décrit comme plus fort qu'Hashirama Edo, et avec des Naruto et Sasuke pourtant déjà monstrueux. Dites-vous que Minato et lui arrivent à intercepter une attaque combinée des deux rivaux lancée à pleine balle sans transpirer, et dans la première partie, on le voit attaquer en synchro avec son frère alors que les deux subissent le même nerf, suggérant une comparabilité entre Hashirama en forme de base et Tobirama en termes de vitesse de combat rapprochée. Cette idée est d'ailleurs cohérente avec les déclarations de Madara au chapitre 661 dont je parlais plus tôt. Bref, c'est clair qu'en termes de vitesse globale, ce Tobirama réincarné et pas à son prime évolue au-dessus du niveau KCM1 maîtrisé, et comme Minato, il se rapproche plus du niveau KCM2 dans ce domaine. Les interactions respectives de Tobirama et de cette version de Naruto contre Madara en sont d'ailleurs la preuve.
Naruto se fait d'abord off-screen par Madara réincarné, puis one-shot par Madara Rin et Tensei, alors que Tobirama réagit au coup des stocks de ce même Madara à la dernière frame, et même s'il finit par se faire off-screen lui aussi, bah là on parle d'un Madara revenu à la vie et boosté par le modern mythe d'Hashirama et un Rinnegan. Et encore, il fait tout ça sans vrai corps physique comme je disais, avec lequel il serait encore plus fort et rapide d'après Madara. Du coup, les principaux atouts de Tobirama, c'est clairement ses capacités sensorielles, sa vitesse et son intelligence. Or, c'est vraiment ce dont on a besoin pour affronter Obito. En fait, tout le match-up est clairement à son avantage. C'est Suiton surpuissant, déjà hypé dans sa version Edo Tensei infiniment nerf de la partie 1, et que le guide 10 ans sans shinobi décrit comme des catastrophes naturelles pourront largement neutraliser les katones d'Obito, et ses connaissances approfondies du Sharingan et du Mokuton lui permettront de ne pas engager Obito comme un attardé pour se faire empaler ou se manger un genjutsu. En gros, Tobirama est suréquipé pour affronter un Uchiwa, ça je vous apprends rien. Et même si le Kamui est une technique complexe à décortiquer, c'est clairement à la portée de Tobirama. On voit que Sakura en comprend certains aspects en quelques échanges, Minato la counter en 2 minutes, Conan met un plan pour passer outre, et même les sbires de Danzo, Fu et Torune captent son fonctionnement rapidement. Donc Tobirama, qui est clairement l'un des ninjas les plus intelligents de tous les temps, comprendra tout ça aussi. Si un apprenti sorcier, un bandeur d'insectes et une émo gothique ont réussi, vous croyez que le mec qui a inventé les techniques les plus broken de son verse, qui a décortiqué les pouvoirs d'un Jinchuriki de Jubi en 2 échanges, comprenant au passage ses faiblesses pour les exploiter, et bah il va pas y arriver? Après, comprendre le Kamui et arriver à le counter, c'est vraiment pas la même mayonnaise. Tous les persos que j'ai cités à part Minato ont eu beau capter les failles de la technique, ils se sont tous fait éteindre par le GOAT. Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans le scénario de l'attaque de Kyuubi si elle avait été gérée par Tobirama. Pour bien situer le contexte, faut d'abord rappeler comment ça s'est passé dans le manga. Obito réussit à kidnapper Kushina, extraire Kyuubi, à le placer sous son contrôle, puis à le lâcher sur Konoha, tout en profitant du chaos pour tenter d'abattre le Hokage par surprise. Dans notre scénario, on part du principe qu'Obito parvient à faire tout ça, et qu'à ce moment précis, nos Hokage spawnent à la place de Minato, donc au moment où Kyuubi est invoqué. Mais à partir de ce moment précis, la façon dont ils vont gérer la crise dépendra totalement de leur capacité et de leur personnalité. Dans le cas de Minato, son premier réflexe, c'est d'aller confronter Kyuubi directement, pour détourner son attention et limiter les dégâts sur le village. On l'a dit, Hashirama lui ferait un truc un peu similaire en allant direct lui mettre un gros tampon avec ses techniques Mokuton. Mais Tobirama lui, en restant in caractère, le plus logique c'est qu'il se regroupe avec Hiruzen, ou avec son équivalent selon la configuration du village que vous imaginez, tant que c'est similaire à celle de l'époque de Minato, histoire de pas lui faciliter la vie. Bref, Tobirama il coordonnerait la riposte contre Kyuubi, sachant qu'il a pas les mêmes outils que Minato pour le repousser avec du Fuinjutsu par exemple. À partir de là, on a 2 hypothèses possibles qui, au final, ne changent pas grand-chose à son affrontement contre Obito. Première hypothèse, Tobirama a le temps de téléporter Kyuubi hors du village avant qu'Obito ne l'attaque. Et ça, il en est parfaitement capable, parce que déjà on a vu Minato le faire, et Tobirama Edo Tensei réussit à téléporter sans problème 2 avatars KCM2, donc ça passe. Il reviendrait ensuite à Konoha pour monter une équipe de scellement, conscient qu'il peut pas gérer le Kyuubi en 1v1 garde l'Est, sachant que dans l'équipe en question, il y aura une Kushina certes mourante, mais qui se sacrifiera sûrement pour aider à recéler le Kyuubi en elle-même, histoire de mourir avec et faire gagner du temps au village, exactement comme elle le propose à Minato dans le manga. Deuxième hypothèse, Obito l'attaque avant qu'il ait pu évacuer le démon, et là, Tobirama réagit. On sait qu'il est un shinobi sensoriel top tier, avec un temps de réaction au moins comparable à celui de Minato, donc forcément, là ça va partir en affrontement au milieu du chaos dans le village. Mais bon, dans les 2 cas, Obito va devoir tenter de surprendre Tobirama, et de 1 on l'a dit, il y arrivera pas, et en plus il sera pas tout seul. Tobirama aura des hommes autour de lui, donc la surprise entre guillemets risque d'être plutôt compliquée à placer. À moins bien sûr qu'Obito choisisse de poursuivre Tobirama là où il aura téléporté le Kyuubi, mais même dans ce cas-là, Tobirama pourrait réagir et désengager. Le mec est pas con, il va pas se taper Obito et Kyuubi en même temps, déjà que le Kyuubi tout seul, il sait que ça va être chaud. Et d'ailleurs, souvenez-vous, mais quand Minato décide de se concentrer sur Obito, il confie la tâche à Hiruzen de gérer le Kyuubi le temps qu'il termine le combat. Donc en gros, quel que soit le scénario qu'on choisit, Tobirama ferait un peu la même chose. Sauf que, contrairement à Minato, qui était le seul à pouvoir vraiment gérer Kyuubi à ce moment-là, Tobirama est certes le plus fort du village, mais il a pas de quoi se farcir le Kyuubi tout seul, lui. Du coup, foutu pour foutu, que Kyuubi soit encore dans le village, ou qu'il ait eu le temps de le téléporter un peu plus loin, dans tous les cas, Tobirama va prendre son temps pour s'occuper d'Obito. Mieux que ça, il va même se faire un plaisir d'essayer de buter ce Uchiwa terroriste qui vient littéralement de lâcher le démon à 9 queues sur son village. Pareil, là où Minato décide de baisser volontairement sa garde pour placer un contre-surprise à Obito et gagner le fight, Tobirama pourrait soit faire la même chose, soit tenter une autre approche. Je pense que la première approche est possible, mais qu'il n'a pas vraiment d'équivalent au Hiraishin niveau 2, et on a établi que sa vitesse de déplacement est un peu inférieure à celle de Minato, ce qui a priori lui permettra pas de se setup aussi bien que Minato pour placer un contre.
Du coup je penche plutôt pour la deuxième option. Suiton gigantesque et surpuissant, clone d'ombre et d'Otensei couplé à ses parchemins autoréplicants, le tout saupoudré de ses statistiques physiques à minima comparables au Obito qu'il affronte et à son Hiraishin, je vois mal comment Tobirama pourrait perdre ce combat. Cela dit, c'est tout aussi difficile d'argumenter en faveur d'une victoire nette de Tobirama. Si on s'en tient au power scaling pur, Tobirama et Obito évoluent dans un tiers à peu près comparable et le match-up semble avantager Tobirama, mais il doit absolument pouvoir passer outre le Kamui. C'est toujours le problème avec Obito. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit si Tobirama devait absolument tuer ou capturer Obito pour défendre Konoha. Or en fait, c'est pas du tout le cas. Si on est dans le scénario 1, à savoir que Tobirama a déjà TP Kurama, Obito aura aucune raison de poursuivre un combat dans lequel il galère, voire n'arrivera pas à gagner et il finira par se replier, un peu comme dans le manga. Si on est dans le scénario 2, Obito et Tobirama combattront pendant que le Kyuubi fait des ravages à Konoha, ce qui finira par épuiser Obito, qui peut pas garder éternellement le contrôle sur Kyuubi. Son échappatoire, ce sera soit de rompre le Genjutsu sur Kyuubi, histoire de pouvoir prolonger le combat, mais on l'a dit, avec une issue incertaine comme celle-là, c'est pas forcément la tech, soit il va lui-même se regrouper avec Kyuubi pour affronter tout le village en mode Battle Royale. Et dans ce cas-là, gérer Obito plus Kyuubi, même aidé par les villageois, ça finirait assez mal pour Tobirama. Du coup, on peut dire que Tobirama permet à Konoha de survivre à l'attaque de Kyuubi et Obito dans 2 scénarios sur 3. S'il arrive à TP Kyuubi, il repoussera Obito, qui, je le précise, pourra pas réinvoquer Kyuubi en boucle, le mec il a pas chakra infini. S'il arrive pas à TP Kyuubi mais qu'Obito n'arrive pas non plus à se regrouper avec lui, et bah il finira par quitter le village malgré d'énormes dégâts causés, sachant qu'Hiruzen et les PNJ de Konoha avaient déjà repoussé Kurama hors des frontières dans le manga sans l'aide de Minato. Et enfin, si Obito arrive à combiner ses forces avec le Kyuubi, là c'est GG. Donc honnêtement, je pense qu'on peut dire que Tobirama parvient à repousser l'attaque dans la majorité des cas et qu'il passe ce round. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne perdrait pas un combat contre Obito. Le tout est de voir comment il gérerait le Kyuubi à côté de ça. Et faut savoir que là j'ai été modéré, parce que si j'avais pas dosé, j'aurais pu donner l'interprétation la plus généreuse de la puissance de Tobirama, et croyez-moi que ça lui aurait permis de submerger Obito, et pourquoi pas même de gérer le Kyuubi tout seul comme un grand. Bref, Tobirama passe le round, même si c'est difficilement. Bon, maintenant on va causer Hiruzen, et contrairement à ce qu'on a fait pour les deux autres, là il va d'abord falloir qu'on aborde le scénario, pour la simple raison qu'avec le vieux Sarutobi se posent 2 questions. La première c'est quelle version d'Hiruzen on va prendre, et la deuxième, qui va appuyer Hiruzen au village pendant l'attaque. Parce qu'autant on s'embarrasse pas des problèmes de timeline pour les autres Hokage, autant là avoir 2 Hiruzen ça fausse un peu le débat. Mais si on donne pas les mêmes outils que les autres à Hiruzen, bah ça rend le truc inéquitable. Du coup pour démêler tout ça, faut commencer par choisir quelle version d'Hiruzen on va prendre, et pour rendre le truc un peu fun, j'ai choisi celui qu'on voit justement le soir de l'attaque, mais cette fois il tiendra le rôle de Minato, et on va choisir un personnage pour tenir le sien sans l'avantager outre mesure. La raison pour laquelle je choisis cette version, c'est que quand il est vieux, il est trop nerf donc c'est pas drôle, et qu'a priori le Hiruzen du soir de l'attaque est à son prime ou pas loin. Et en vrai, même si on considère que son vrai prime est plus loin que ça dans le passé, on pourra de toute façon pas déterminer sa puissance sans trop spéculer. Pour ce qui est du personnage qui tiendra le rôle d'Hiruzen à sa place, il va nous falloir quelqu'un proche de son niveau, pas trop fort pour pas l'avantager, mais pas trop faible pour pas le désavantager. Donc typiquement pas de Minato ou Tobirama, mais pas non plus de Kakashi première partie ou Shikaku, parce que sinon il va se faire laver. Malheureusement, on n'a pas trop de candidats qui remplissent tous les critères, étant donné qu'Hiruzen Prime évolue quelque part entre le niveau de Naruto Modern Myth, Sasuke Mangekyo et le 4ème Raikage, soit en gros le top niveau du Conseil des Kage, et le niveau KCM1 maîtrisé, Mangekyo Sharingan éternel initial, bref le haut niveau du milieu de la 4ème Grande Guerre Ninja. Vous inquiétez pas, je reviendrai sur cette chaîne de scaling juste après, mais avant je veux vraiment trouver une solution pour qu'Hiruzen puisse avancer dans le round sans handicap ou avantage, et en évitant de le dupliquer. Et si j'ai pensé à des personnages comme Danzo, je pense qu'en vrai le plus cohérent et pertinent ça va être de prendre 2 des 3 Sannin. On peut opter pour Jiraiya et Orochimaru, en justifiant que Tsunade est encore en train d'écumer les casinos après son traumatisme, ou bien Jiraiya et Tsunade en disant qu'Orochimaru a déserté. Bref, ça c'est pas super important. Ce qu'il nous fallait, c'est juste qu'Hiruzen puisse compter sur des lieutenants sérieux pour gérer Kyuubi en son absence. Je dis ça parce que, comme je viens d'expliquer, même si Hiruzen est balèze, il sera totalement incapable de gérer Obito et Kyuubi. Pour Kyuubi, on l'a vu capable de le repousser hors du village avec l'aide des PNJ, mais pour ce qui est de le sceller ou le neutraliser, il est totalement impuissant, et il attend Minato comme le messie pour gérer la situation. Pour Obito, on l'a dit, ce Hiruzen c'est le plus puissant des Kage de son époque, incluant donc les 3 et 4ème Raikage ou Onoki pour ne citer que. Il est aussi plus fort que le Danzo qui donne un gros combat à Sasuke Mangekyo Sharingan, donc par extension, ce Hiruzen évolue au-dessus du top niveau Kage du conseil, incluant donc Naruto Modern Myth. Donc c'est très impressionnant et ça constitue un beau palier de puissance pour Hiruzen. C'est aussi très cohérent avec son niveau quand il est vieux, où on le voit faire jeu égal avec Orochimaru et ses réincarnations, ce qui implique qu'étant plus jeune avec une meilleure endurance et un chakra plus puissant, il évolue relativement confortablement au-dessus du niveau Sannin, tout comme les personnages du conseil à qui je le comparais plus tôt. En revanche, pour établir un plafond de puissance, il faut qu'on se réfère à Minato. Le soir de l'attaque, on l'a dit, Hiruzen est incapable de gérer seul le Kyuubi, et c'est bien Minato qui s'occupe à la fois d'Obito, mais aussi de Kyuubi avec l'aide de Kushina.
D'ailleurs, lors de l'attaque d'Orochimaru, Anko et Hiruzen lui-même reconnaissent Minato comme supérieur au Sandaime. Et ce qui est intéressant, c'est que Anko n'a aucun moyen de savoir à quel point l'âge a pu affecter la puissance d'Hiruzen. Pire que ça, Hiruzen lui-même ne semble pas en avoir conscience. La preuve, 2 chapitres plus tard, Hiruzen affirme être toujours aussi fort qu'avant. Et dites-vous que les Anbu qui assistent au combat contre Orochimaru, et qui sont pourtant la garde rapprochée du Hokage, et même Enma, qui est genre son meilleur pote qu'il invoque à chaque combat, eh ben il remarque l'impact qu'a l'âge sur Hiruzen seulement en le voyant combattre contre Orochimaru. Ce qui implique que le Sandaime avait pas combattu sérieusement depuis super longtemps. En clair, ni Hiruzen ni son entourage ne percevaient à quel point il avait été diminué. Et donc, quand ils affirment que Minato lui est supérieur, ils parlent bien du Hiruzen plus jeune, pas du vieil homme affaibli et mentalement affecté qu'on voit pendant l'examen de Chunin. C'est là aussi très cohérent avec le fait que des personnages bien conscients de la puissance d'Hiruzen parlent de Minato comme le meilleur des shinobi, le plus puissant de son ère, etc. Je pense bien sûr à Anko comme j'ai dit, mais aussi à Tsunade, Jiraiya, le 4ème Raikage ou encore Kakashi. Je vous renvoie à ma vidéo de plus d'1 heure sur Minato si ce sujet vous intéresse. Bref, du coup comme on expliquait plus tôt qu'Obito est très proche de Minato en termes de niveau, voire potentiellement même un peu supérieur dans pas mal de match-up, et ben un Hiruzen même plus jeune ne pourrait juste rien contre lui. Il pourrait confier la lourde tâche de gérer Kyuubi à 2 des Sannin, Yamato, Kakashi, Gai, etc. histoire d'essayer de se farcir Obito, mais ça c'est s'il s'est pas fait one-shot par derrière dès la première interaction. Sans parler du fait qu'Hiruzen est un combattant plutôt polyvalent, qui brille avec son ninjutsu à moyenne distance, ce qui va limiter ses ouvertures potentielles pour contrer Kamui. Du coup, il n'y a aucun monde où je lui donne la victoire. D'un côté, on a le full Kyuubi et Obito qui sont genre niveau KCM2 ou pas loin, face à un mec qui est au mieux niveau KCM1 avec un match-up hyper défavorable. Donc voilà, même en imaginant que par je ne sais quel miracle il bat Obito, faudrait qu'il ressorte de là en étant assez en forme pour gérer Kyuubi avec les autres. Et ça, c'est vraiment pas gagné vu que dans le manga, il arrive déjà pas à gérer Kyuubi. Bref, Hiruzen ne passe pas le round et Konoha est foutu. Bon, et je m'excuse en avance à tous les fans de Tsunade si vous existez, mais la seule représentante de la jante féminine de cette vidéo va encore plus se faire laver que son prof. Parce que même si on lui donne Hiruzen pour gérer Kyuubi pour qu'elle se concentre sur Obito, et toujours en admettant qu'elle se soit pas faite absorber au premier contact, Tsunade va juste se faire déglinguer. Dans le meilleur des cas, Tsunade évolue dans le top du niveau des Kage du conseil, étant donné qu'elle performe globalement mieux que le Raikage face à Madara, mais de façon plus réaliste, Tsunade c'est le niveau Sannin. Elle n'est ni massivement en dessous de Jiraiya et Orochimaru comme beaucoup pensent, ni confortablement au-dessus, elle est plutôt comparable à ses 2 collègues comme toute leur dynamique tendent à prouver. À plusieurs reprises, que ce soit à travers Ibizu, Pain, les databooks ou le premier fanbook, les 3 ninjas légendaires de Konoha sont considérés comme égaux. Que ce soit en forme de base ou avec leurs techniques ultimes respectives, ils évoluent tous entre le niveau Hiruzen vieux et le top niveau Kage du conseil en étant généreux. Soit un niveau plus qu'honorable, mais pas du tout suffisant dans le contexte. Et ça c'est sans parler du match-up qui est juste horrible pour elle, parce que même en partant du principe qu'elle comprend le Kamui, si elle tente de se créer des ouvertures au corps à corps, comme elle sera obligée de faire vu son style de combat, et bah l'écart de vitesse permettra juste à Obito de l'aspirer au premier contact. En plus, le plus gros point fort de Tsunade, c'est-à-dire la régénération, aura aucune utilité ici, puisque la technique d'Obito outrepasse justement la résistance physique ou la résilience de ses adversaires. Bref, Konoha est totalement rasé et Obito repart avec un nouveau Pokémon. Ah, enfin autour de mon GOAT, et je vous vois déjà à travers vos écrans en train de vous demander comment je vais réussir à faire passer ce round à Kakashi. Et bah vous inquiétez pas, je vais cook. En fait, Kakashi dans sa version Hokage, c'est un peu le même profil qu'Hiruzen, c'est-à-dire un mec super analytique, polyvalent et spécialisé en ninjutsu. Comme vous savez, Kakashi c'est plus de 1000 techniques, même si on le voit en utiliser genre 20 dans le manga, mais c'est pas le sujet. Mais la grosse diff entre Kakashi et Hiruzen, c'est clairement les stats physiques. Et je vous le dis d'avance, c'est pas en rédigeant vos commentaires bourrés d'arguments d'incrédulité et de pétitions de principe que vous pourrez débunk ce que je m'apprête à vous dire. Avant ça, petite mise en situation. Kyuubi vient d'être lâché sur Konoha et Kakashi observe le démon se déchaîner depuis le monument des Hokage. Intelligent comme il sait qu'il va devoir monter une équipe de Cellmank pour contenir le démon. Kakashi c'est vraiment pas le genre de mec à foncer sur Kurama pour tenter de lui passer la laisse. Et c'est justement pendant qu'il établit sa stratégie qu'Obito tente de le surprendre. Mais à la seconde où Obito apparaît, Kakashi aura largement la vitesse pour désengager ou tenter un contre pour forcer Obito à se dématérialiser et avorter son aspiration. J'insiste mais je vois trop de gens toujours pas au clair sur le fonctionnement de Kamui. De 1, Obito ne peut pas attaquer s'il a Kamui actif puisque ça le rend intangible, donc ses coups passent à travers sa cible. Et de 2, il est obligé de se matérialiser pour absorber son adversaire dans sa dimension. Tout ça c'est dit et répété dans le manga. Si au tome 62, il arrive à contrer toutes les tentatives de Kakashi, Gai et Naruto, c'est pas parce que Kamui c'est magique. C'est juste parce qu'il les surclasse en vitesse, en réflexe et accessoirement en force aussi. Pour toucher Obito malgré Kamui, il faut pouvoir le brain, c'est-à-dire lui faire croire qu'il peut se matérialiser sans risque, puis placer un contre avant qu'il ait le temps de réactiver son intangibilité. D'ailleurs concrètement, c'est exactement ce qu'a fait
Minato. Et ouais, c'est super dur. Pour y arriver de manière fiable sans trop dépendre de la stratégie, il faut le surclasser nettement dans les domaines de vitesse. A l'inverse, si c'est Obito qui est plus rapide, il peut simplement réagir mentalement pour activer et désactiver Kamui dans les timings qui l'arrangent, comme on le voit par exemple faire dans son échange contre Guy et Naruto en mode KCM. En revanche, si t'es plus rapide que lui sans pour autant pouvoir le blitz mentalement, alors là t'as un statu quo. Tu peux pas le toucher et lui il peut pas t'attaquer non plus. Donc la seule solution pour vraiment contrer Kamui de façon consistante, c'est d'avoir un écart de stats brut assez large pour neutraliser toutes ses offensives et contre-attaquer de façon constante. Donc pourquoi j'insiste autant sur ça? Et bah parce que dans sa version Hokage, Kakashi a largement la vitesse pour faire ça. En fait, dans la série de romans Retsuden, on apprend via le narrateur, qui est omniscient et neutre, je précise, que Kakashi est devenu massivement plus fort qu'à l'époque des combats contre Obito et Madara. Traduction, Kakashi Hokage est plus puissant que sa version Mangekyo Sharingan. Toujours d'après le narrateur, plus d'une décennie après la guerre, Kakashi a continué à s'entraîner comme un zinzin, développant des techniques complètement broken pour compenser la perte du Sharingan et du Raikiri, comme par exemple le flash violet, le mur de quartz, l'oiseau de feu, bref, que des jutsu absurdes. Dites-vous que son oiseau de feu a repoussé une attaque Suiton de niveau Rikudo, lancée par le premier ministre de Reidaku et son artefact Dagoromo, capable à skip de produire une quantité infinie d'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon bref, nous ce qui nous intéresse ici c'est les stats physiques du perso, celles qui vont lui permettre de contrer Kamui. Et même si on part du principe que Kakashi démarre l'affrontement avec le même niveau d'info que Minato, c'est-à-dire aucune, il aura aucun mal à comprendre le pouvoir de Kamui. Rappelez-vous, dans le manga, c'est lui qui décrypte son fonctionnement avant même de réaliser que c'est le même pouvoir que celui de son Sharingan. C'est pas pour rien que Kakashi est considéré comme l'un des shinobi les plus intelligents du verse, avec un QI au moins aussi élevé que celui de Shikamaru. Et comme je disais, en termes de vitesse, ce Kakashi est massivement supérieur à sa version de la guerre. Le narrateur de Retsuden précise que la perte du Sharingan, combinée à l'entraînement, a augmenté ses réserves et son débit de chakra. Pour vous donner une idée, à peine 1 an et demi après la 4ème Grande Guerre Ninja, Kakashi avait déjà assez amélioré ses capacités physiques pour tabasser une kunoichi capable d'humilier le 4ème Raikage. Et pas besoin de vous rappeler le niveau du 4ème Raikage quand on parle de stats physiques. Donc imaginez avec 8 ans et demi d'entraînement en plus. Aussi, au chapitre 608, alors qu'il se dit à court de chakra et qui s'effondre juste après, Kakashi parvient quand même à placer un contre sur un Obito lancé à pleine vitesse, prêt à empaler Naruto. Pareil dans la dimension Kamui, certes Obito ne pouvait pas utiliser son intangibilité et voulait se faire transpercer pour retirer l'amulette de Madara, mais malgré ça, ses échanges au corps à corps avec Kakashi restent ultra équilibrés. Donc maintenant regardez, je viens de vous parler de la progression massive de Kakashi en stats physiques par rapport à une version où il était déjà capable de donner du fil à retordre à Obito. Et là on parle d'un Obito masque blanc qui est bien plus fort et rapide que sa version masque jaune. Du coup là il n'y a qu'une seule chaîne de scaling possible. Kakashi Hokage évolue juste trop loin au-dessus de cet Obito en termes de scaling pur. Et avec son arsenal de jutsu, clone d'ombre, clone de foudre, d'automne pour attaquer depuis le sol ou encore technique élémentaire capable de repousser des attaques Rikudo dans Retsuden, Kakashi peut prendre l'initiative et mettre la pression à Obito jusqu'à le submerger. Résultat, soit Obito reste sur la défensive en restant dématérialisé, ce qui peut pas faire plus de 5 minutes d'affilée, soit il fuit, soit il tente de riposter, mais à ce petit jeu là il va se faire éduquer. En gros c'est comme pour Tobirama, Kakashi va soit forcer Obito à se replier, soit lui botter le cul grâce à un trop grand écart de stats. Sauf que là ce sera encore pire que dans le cas de Tobirama. Un jour je vous ferai une vidéo Kakashi lore accurate, vous allez péter votre crâne. Bref, après avoir montré à Obito qui était qui, Kakashi pourra rejoindre son équipe de scellement et Hiruzen pour repousser le renard hors du village, puis tenter de le réemprisonner dans Kushina avant sa mort, laissant Konoha sans démon pendant quelques années, mais avec au moins une chance de se reconstruire. Le GOAT défend le village. Bon, Naruto Hokage blitz one shot Obito, puis part s'envoyer un ramen avec son frère renard. Bye. Merci à Emma pour la sponsor, lien en description.